Bonjour et bienvenue pour ce 16e rendez-vous de la recherche pour l'autonomie que vous propose la CNSA. Je suis le journaliste qui va vous accompagner tout au long de ce moment. Merci d'être fidèle à ce programme qui permet d'éclairer à la fois des grands travaux de recherche et puis leurs implications sur les politiques publiques en matière d'autonomie. On va d'ailleurs prendre un premier temps ensemble pour voir les rendez-vous de 2025. Vous en avez déjà eu quelques-uns qui sont en replay. Notez la date du 17 juin pour un prochain rendez-vous de la recherche consacré aux dynamiques d'orientation, d'accueil et d'implantation des EHPAD publics, des EHPAD privés. Et puis le 2 octobre, ce seront les rencontres de l'innovation et de la recherche sur la stratégie de transformation de l'offre. Donc on vous attend aussi pour ces deux rendez-vous qui seront bien évidemment aussi en replay. Alors on va revenir à notre rendez-vous du jour qui va permettre d'éclairer un sujet qui est encore assez mal connu, encore assez peu exploré, c'est celui du non-recours aux droits et aux services pour les personnes de plus de 60 ans. Et on va l'éclairer à travers une étude nouvelle qui permet de mieux comprendre à la fois les formes, les raisons et le sens de ces non-recours. Elle est conduite par l'Odenor. L'Odenor, c'est l'Observatoire des non-recours aux droits et aux services en collaboration avec la CNSA et l'École nationale supérieure de sécurité sociale. Elle vient d'ailleurs d'être mise en ligne il y a peu de temps sur le site de l'École nationale supérieure de sécurité sociale et vous avez le lien dans votre chat. Pour en parler, pour évoquer la manière dont ce phénomène implique les politiques publiques, la manière aussi dont les acteurs de ces politiques publiques peuvent adresser ces enjeux de non-recours, on a trois invités exceptionnels avec nous. Je vais vous les présenter tout de suite. Elena Reville est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, vous êtes professeur associé à la Haute École de Travail Social de Genève. Vous avez beaucoup travaillé sur les questions d'accès aux droits, de place des personnes concernées. Et puis, vous avez été, jusqu'à très récemment, directrice scientifique de l'Odenor, portée par l'Université de Grenoble et le laboratoire de sciences sociales Pacte, poste qui vient d'être pris par Julien Lévy et Catherine Guchet qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Sociologue, maîtresse de conférences émérite à l'Université Grenoble-Alpes et au laboratoire de sciences sociales Pacte. Vous avez été assistante sociale auprès des personnes âgées dans un CCAS à Grenoble, avant un doctorat qui vous a conduit à travailler sur le vieillissement et en particulier sur les dynamiques territoriales. Et ça a un intérêt parce que c'est au cœur aussi de votre travail. Et puis vous avez notamment dirigé le centre pluridisciplinaire de gérontologie de Grenoble. Et nous aurons un grand témoin avec nous, c'est Dominique Libaud. Bonjour, merci d'être avec nous. Directeur de l'École nationale supérieure de sécurité sociale, président du Haut Conseil du financement de la protection sociale ainsi que du comité d'orientation et de suivi du service départemental de l'autonomie qui doit se déployer d'ici l'année prochaine dans les différents départements. Vous êtes aussi bien sûr connu comme l'auteur de rapports fondateurs sur le grand âge et sur le service public territorial de l'autonomie, celui-là même qui préfigure le SPDA dont nous parlerons tout à l'heure. Alors comme à l'habitude, on va commencer en présentant cette étude. On aura un temps de discussion par la suite. Et puis évidemment, vos questions, vos témoignages, vos interpellations que vous pouvez adresser dès maintenant à travers le chat. Je les relayerai. Puis on aura un temps un peu plus dédié à la fin de l'émission pour que les invités puissent vous répondre directement. Alors je voudrais, Elena et Catherine, avant qu'on rentre finalement dans les analyses que vous portez, dans les constats que vous allez nous partager, essayer de poser un peu le cadre de cette étude parce qu'il est important, il est singulier aussi. Elena, il existe pas mal d'études sur le non-recours et l'Odenor véritablement en a porté beaucoup dans différents champs, auprès de différents publics. Qu'est-ce qu'il en est concernant plus spécifiquement les personnes âgées ? S'agissant des personnes âgées, on a des travaux sur le non-recours jusque-là qui sont plutôt de nature quantitative. Et on a des travaux qui se sont centrés sur des prestations, par exemple sur l'allocation de solidarité pour les personnes âgées, par exemple sur les droits retraite, et qui ont essayé de dire combien de personnes sont concernées par des situations de non-recours. On avait aussi un travail qui avait été mené sur l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, il y a quelques années, par Mélina Ramos-Goran, qui avait une approche qualitative du non-recours à l'APA, mais qui prenait le point de vue des professionnels. Donc finalement, on a un paysage à la fois avec des travaux quantitatifs, à la fois avec des travaux qui vont prendre le point de vue des acteurs de terrain, mais assez peu des travaux qui s'intéressaient directement aux personnes âgées
et à ce qu'elles peuvent dire sur le sujet du non-recours. Et on va voir que toute l'essence de votre rapport, c'est vraiment de prendre cette parole et de la partager et de l'analyser. Et c'est vraiment l'approche, et c'est important d'en dire un mot avant la méthodologie, une approche par les publics, qui n'est pas une approche par l'offre. Vous voulez vous intéresser aux destinataires et pas qu'aux bénéficiaires. Donc vous regardez vraiment un panel large de personnes qui bénéficient donc ou non de ces aides sur différents territoires et sur un échantillonnage assez restreint, mais dans une approche vraiment qualitative avec des entretiens semi-directifs assez longs que vous avez fait avec chacun d'eux. Pourquoi avoir choisi cette approche par l'offre plutôt qu'une approche classique, plus volumétrique par les publics, plutôt qu'une approche classique et plus volumétrique par l'offre? Mais l'idée, c'était vraiment de placer au centre de cette recherche les personnes, d'aller échanger avec elles pour qu'elles nous racontent leur quotidien et comprennent les choses de manière un peu globale. Parce que, comme je le disais, souvent, on s'intéresse à un dispositif, un service, mais on ne regarde pas les choses dans leur ensemble. Or, les personnes, leur vie, c'est un ensemble de dimensions. C'est à la fois des soins, c'est à la fois un besoin parfois sur des aspects sociaux. Et on avait vraiment envie que les personnes puissent nous raconter comment, quelque part, le non-recours s'est construit au fil aussi de leur parcours de vie. Notre idée, c'était vraiment d'avoir effectivement une approche très qualitative, donc de faire des entretiens, vous l'avez dit, des entretiens avec un petit guide, mais aussi de laisser toute la place à la parole des personnes pour qu'elles puissent nous dire là où elles en étaient par rapport à leurs besoins, ce qu'elles percevaient être leurs besoins. On verra que c'est un point important dans notre recherche. Elles ne perçoivent pas toujours leurs besoins comme les professionnels les perçoivent. Donc que les personnes puissent nous parler de ça, puissent nous parler aussi de leurs difficultés, de ce qu'elles pensaient être leurs difficultés, et après les amener sur la question de l'offre. Leur dire, par rapport à ces besoins, ces difficultés, est-ce que vous connaissez telle prestation, tel service? Est-ce que vous avez déjà pensé à y recourir, le cas échéant, comment ça s'est passé? Donc vraiment reprendre le fil des cheminements des personnes par rapport à leurs droits. On parle de ces personnes, on ne parle pas de l'offre, et comme ça on voit à la fois la profondeur et la complexité des situations. Un mot sur la méthodologie elle-même avec vous, Catherine. Alors il y a 4 territoires un peu de recherche sur lesquels vous êtes allés. 59, si je ne me trompe pas, 59 entretiens que vous avez fait avec des personnes, parfois seules, parfois d'ailleurs en couple, parfois accompagnées, des entretiens semi-directifs. Comment est-ce que vous avez choisi et les territoires, et c'est important pour vous, et aussi ces personnes que vous avez interviewées? Alors, juste en complément de ce que vient de dire Elena, il me semble important de souligner qu'on s'est vraiment positionné dans une approche inductive, c'est-à-dire qu'on a pris le risque de se laisser un peu déporter de notre objet central pour être à l'écoute, bien sûr, de ce que les personnes pouvaient indiquer en termes de besoins, mais aussi en termes d'attentes. Et c'est important de pouvoir dissocier les deux, parce que la question du recours à une offre est parfois problématique lorsqu'elle ne s'inscrit pas dans le champ des attentes des personnes. Pour ce qui est du choix des territoires, nous avons des travaux antécédents concernant le vieillissement, les formes et le sens du vieillir, qui ont montré que ces formes et sens du vieillir varient fortement selon la morphologie à la fois géographique mais aussi sociale des territoires. Donc nous avons voulu essayer de voir si dans des territoires divers, quant à leurs caractéristiques géographiques, d'enclavement, climatique, etc., le non-recours s'exprimait de manière différente. Nous avons choisi principalement des territoires sur le même département, mais avec des caractéristiques diverses, des territoires de montagne, territoires urbains et couronnes périurbaines. Et puis, nous avons voulu aussi aller regarder ce qui pouvait changer lorsqu'on était sur un autre département, puisque les politiques de l'autonomie sont principalement portées au niveau départemental. Donc l'hypothèse sous-jacente était de voir si, selon les politiques départementales, il pouvait y avoir des formes diverses de non-recours. Et sur les personnes, alors c'est 15 personnes à peu près par territoire que vous avez interrogées, personnes de plus de 60 ans qui ne sont pas en résidence. À partir de là, comment vous les avez recrutées ? Alors, le recrutement a été divers selon les territoires. Il y a un ancrage du côté des acteurs locaux. Elena l'évoquait
tout à l'heure, qui nous a permis d'accéder, par exemple, au fichier appelé fichier canicule, qui recense les personnes en situation de vulnérabilité lors des épisodes de canicule. Donc, dans certaines communes, on a pu, par le biais de ces fichiers, par des tirages au sort effectués sur ces fichiers, accéder à un panel de personnes supposées fragiles. L'étude montre qu'elles ne le sont pas forcément toutes de la même façon. Sur d'autres territoires, parce que ces dispositifs n'existent pas, on a privilégié le contact par des acteurs locaux, notamment des acteurs qui portent les services d'aide et de soutien à domicile, la DMR par exemple, l'association d'aide à domicile en milieu rural. Et puis enfin, on a également complété ces approches-là par des approches plus ethnographiques, on pourrait dire, c'est-à-dire qu'on est allé faire de l'observation sur les différents territoires. On a repéré quels étaient les lieux de rassemblement, de convivialité, les temps de marché, les temps de réunion des clubs, par exemple, du troisième âge. Et on est allé rencontrer des personnes dans ces lieux-là, en essayant de trouver des personnes qui étaient tout à fait favorables à un entretien. Ce qui nous a vraiment permis d'entrer dans cette démarche qu'évoquait Elena tout à l'heure, de ne pas rentrer dans la recherche par la question de l'offre, mais par les personnes et leur trajectoire. Oui, une vraie approche par les publics, ouverte, en prenant en compte vraiment cette diversité. Vous nous mettez en appétit, alors je vous laisse et la parole et la zapette, si je puis dire, pour nous présenter en 20 minutes un peu vos travaux, puis on en discute après. Merci. Alors, vous l'avez compris, notre approche, elle était avant tout compréhensive. Mais au fil de la collecte du matériau, on s'est rendu compte qu'on avait des informations d'une richesse assez incroyable et qui nous permettait quelque part d'envisager une estimation du non-recours au sein de notre panel. Donc on va commencer par vous partager quelques éléments chiffrés, à prendre avec toute la prudence de chiffres construits à partir d'une enquête qualitative. Quand on regarde un petit peu dans notre corpus, on se rend compte qu'on a du non-recours dans plus de 2 situations sur 3. On voit qu'on a des chiffres un tout petit peu plus élevés dans 2 territoires. Dans ces territoires, Catherine le redira peut-être, on a des personnes qui ont des parcours de vie peut-être un petit peu plus chaotiques. Il y a des fragilités antérieures au vieillissement peut-être plus prégnantes. Ça, c'est quelque chose sur quoi on va revenir dans notre présentation. Mais globalement, ce qu'on remarque dans tous nos territoires, c'est qu'on a un non-recours qu'on peut qualifier de partiel. On n'est pas dans des formes totales de non-recours. Vous le voyez dans le tableau, parmi tous nos enquêtés, on en a 4 pour lesquels, effectivement, là, ils sont en non-recours à tous leurs droits, à tous les services auxquels ils pourraient prétendre dans le champ assez large, on va dire, des droits sociaux, des droits en matière d'autonomie et aussi sur la question des soins. Mais pour les autres personnes, 34 d'entre elles, on parle effectivement d'un mélange de recours et de non-recours. Et c'est en ça que notre approche déjà est intéressante parce qu'elle nous permet de dire, finalement, on parle souvent d'un phénomène invisible. Or là, on se dit, ces personnes, quelque part, elles sont là, elles sont connues de certains services parce qu'elles bénéficient d'une partie de leurs droits. Donc un non-recours plutôt partiel, donc qui ne porte pas sur l'ensemble des droits et services auxquels les personnes peuvent prétendre. Il nous semble que c'est un constat important. Peut-être s'arrêter quand même quelques instants sur un verbatim qui concerne une situation de non-recours total, parce que ce qui nous a peut-être marqué aussi toutes les deux, c'est que les 4 situations de non-recours total, ce sont des situations de personnes qui sont en couple. Et donc, on a ce couple dans le territoire C, 87 ans pour madame, 90 pour monsieur, et qui nous dit, madame nous dit, il nous semble que quand on est 2, l'autre réglera le problème. C'est peut-être vraiment un optimisme délirant et stupide, mais quand je suis tombée en parlant à son mari, tu as appelé les pompiers. Et on trouve intéressant ce verbatim parce qu'il est quand même
assez en écho de ce que nous ont dit les autres couples qui se sentaient quelque part protégés par la conjugalité et qui pouvaient aussi avoir des craintes par rapport au fait de se tourner vers certains services, la peur d'être séparés, la peur effectivement qu'on ne leur propose que des solutions qui ne pouvaient concerner madame ou monsieur puisqu'ils avaient un niveau de problèmes de santé notamment qui étaient tout à fait différenciés. Donc intéressant quand même de noter ce point d'un non-recours total pour des couples, sinon plutôt ce non-recours qu'on a appelé partiel. Ce qui est intéressant aussi de regarder avec ce corpus qui est très dense et dans lequel en effet on a exploré largement le rapport à la fois des personnes avec les soins dont elles ont besoin, avec les droits sociaux, donc peut-être plutôt on va parler de minima sociaux, la question aussi du droit au logement, et puis tout ce qui se joue dans le rapport au droit plutôt en matière d'autonomie. On voit bien que dans ces domaines-là, on a des formes de non-recours qui sont très différentes les unes des autres. Parce que derrière le non-recours dans ces différents domaines, il y a des motifs explicatifs sous-jacents qui ne sont pas de même nature. Du coup, dans la suite de cette présentation, on va plutôt se centrer sur la question des droits et des services de soutien à l'autonomie. Dans le rapport dont vous avez parlé, il y a beaucoup d'autres choses sur la question des soins et des minima sociaux. Mais là, peut-être zoomons effectivement sur ce que les personnes nous ont dit du recours, non-recours aux offres en matière d'autonomie. On voit dans ce sujet-là un non-recours à la fois primaire par ce qu'on va appeler du non-concernement. Donc le non-recours primaire, c'est des personnes qui, effectivement, ne demandent pas du tout pour différentes raisons. Et la non-demande, c'est vraiment l'idée que c'est pas tellement qu'elles ne peuvent pas accéder ou qu'il y a des obstacles, mais c'est surtout qu'il y a vraiment des raisons pour lesquelles les personnes ne veulent pas de l'offre qui est proposée. Ça rejoint notamment des travaux aussi que Catherine avait peut-être fait, qui parlaient de non-adhésion. Donc il y a vraiment cette idée quelque part, le non-concernement. C'est un chercheur, Benjamin Vielle, qui en avait parlé pour les jeunes dans d'autres travaux. Il disait c'est un peu un mélange quelque part de non-intérêt pour l'offre, telle que les personnes se la représentent, et de méconnaissance de cette offre. Donc là, on est vraiment dans ce cas-là, des personnes qui nous ont raconté qu'elles ne veulent pas de certains droits, qu'elles ne veulent pas recourir à certains services, parce que quelque part, ça irait à l'encontre de la manière dont elles ont toujours fait les choses. Ça irait à l'encontre, effectivement, du fait que, quelque part, les personnes ont envie de maintenir leur identité telle qu'elle est, de pouvoir continuer à se débrouiller par elles-mêmes. Il y a des logiques familiales aussi, Catherine y reviendra dans tout ça. Les personnes âgées ne décident pas toutes seules pour une partie de celles qu'on a rencontrées. Il y a l'idée aussi de ne pas faire venir chez soi des intervenants extérieurs parce que ça va peut-être ne pas se caler correctement par rapport à des habitudes, par rapport à des horaires, toutes choses qui sont extrêmement importantes pour les personnes qu'on a rencontrées. Donc ces formes de non-demande qui viennent croiser, être alimentées par tout un sujet, j'y reviendrai après, de la méconnaissance quelque part des services, des portes d'entrée qui pourraient amener les personnes à demander leurs droits, le fait de manquer pour beaucoup d'informations, parce que quelque chose qui rejoint la question d'une info principalement dématérialisée. Donc un non-recours effectivement primaire, par non-demande, non-concernement. Et puis ce qui nous a frappé, c'est aussi qu'on est dans des formes de non-recours, si on s'appuie sur les typologies, qu'on peut qualifier de secondaires. Ça, c'est des formes très intéressantes dont on parle souvent peu. On parle souvent du non-recours primaire. Mais là, ce qu'on voit bien, c'est qu'on a dans notre corpus des personnes qui, pour certaines, ont été bénéficiaires, ont utilisé des services à domicile, par exemple, et ont dit à un moment donné « stop ». En fait, je ne veux plus. C'est trop compliqué pour moi, cette organisation, le changement d'intervenant, les manières de faire aussi parfois à mon domicile, le fait que parfois j'ai exprimé des envies de faire un peu différemment, que les intervenants peut-être viennent à d'autres horaires. Et voilà, peut-être que ça n'a pas été suffisamment entendu. Non-recours aussi secondaire, des personnes qui avaient demandé il y a quelques années, pensant effectivement pouvoir être peut-être bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, de l'APA, et à qui on avait dit, en fait non, vous ne pouvez pas bénéficier, et des personnes qui n'osent plus redemander.
Peut-être juste s'arrêter quelques instants sur un verbatim qui est intéressant à cet égard. C'est celui de Madame A.L., 90 ans, dans le territoire C, qui nous dit qu'elle avait essayé d'obtenir l'APA il y a quelques années. Oui, j'avais demandé, il y a 1 an, 2 ans, une assistante sociale est venue et elle me dit « Non, pour vous, pas d'APA, je ne vous donne pas parce que vous êtes trop indépendante. » Terminé. Ça a été terminé, rien à dire. Maintenant, j'y vois plus. Elle a entre-temps eu un déchirement au niveau de la rétine, donc elle a beaucoup perdu en capacité visuelle, mais dans sa tête, c'est clair, en fait, elle ne se retournera pas vers une demande d'APA. Et c'est intéressant parce que là, on voit à quel point parfois certains mots qui peuvent être employés avec bienveillance, avec aussi cette idée de soutenir la personne dans le fait qu'elle est encore capable, mais là, la personne l'a vraiment entendu comme le fait, en fait, peut-être que je me suis trompée dans la manière d'appréhender mes besoins, et donc je suis plus sûre, en fait, d'être légitime à redemander quelque chose. Puis, effectivement, la personne avait par ailleurs un souvenir assez vague de comment elle s'y était prise pour demander l'APA, et en fait, elle ne savait même plus à quelle porte elle devait frapper. Et ça, c'est intéressant parce que ça rejoint vraiment des choses qu'on a vues chez d'autres personnes qu'on a rencontrées dans cette enquête. On va zoomer quelques instants sur ce qu'on a appelé les enjeux territoriaux. Toutes les dimensions relatives au territoire sur lesquelles on a investigué qui viennent jouer dans le non-recours. Ce qu'on peut dire, Catherine le disait tout à l'heure, c'est qu'on a un cadre national commun par rapport au service de l'autonomie, mais finalement, sur chaque territoire, il y a une organisation propre. Il y a parfois des acteurs municipaux qui ont la délégation pour intervenir auprès de publics âgés qui sont dans telle tranche d'âge. Voilà. Donc, il y a finalement des organisations qui sont un peu protéiformes, et ça, on le voit vraiment dans nos 4 territoires. Dans 2 de nos territoires, on a finalement assez peu, en fait, de services, mais parce que c'est des territoires ruraux, c'est des territoires peu denses. Donc, les services de l'autonomie sont éloignés, très éloignés de toute une partie de nos enquêtés. Et puis, dans nos autres territoires, qui sont 2 territoires beaucoup plus urbains, voire très urbains, là, on a effectivement plusieurs portes d'entrée possibles. On a des acteurs effectivement départementaux qui ont organisé des offres. On a des CCAS qui prennent le relais pour certaines parties du public. Donc là, c'est compliqué. Et dans les 2 cas, ce qui est intéressant en fait, c'est que ça pose des questions vraiment d'accès aux personnes. Quand il s'agit de rejoindre l'offre qui est éloignée, eh bien, ça vient aussi se coupler avec des difficultés relatives vraiment à la morphologie des territoires, aux routes, qui dans certains territoires sont très sinueuses, qui sont parfois, selon les conditions climatiques, plus ou moins praticables. Et puis, dans les territoires où il y a beaucoup, eh bien, les personnes vraiment se disent, mais en fait, je sais pas à quelle porte exactement il faut frapper. Les acteurs, globalement, de l'autonomie sont pas très bien identifiés par nos enquêtés. Et c'est surtout aussi les périmètres de compétences qui sont difficilement appréhendables. Donc, du coup, ce qui est intéressant, ce que les personnes nous racontent, c'est qu'elles vont là où elles connaissent, là où elles ont connu, là où elles voient que, quelque part, elles peuvent pousser une porte, et nécessairement, c'est pas forcément les, entre guillemets, bonnes portes, en tout cas, celles qu'on attendrait qu'elles empruntent. Donc, elles vont parfois aussi questionner des intervenants qui sont des intervenants de la santé, des kinés, parce qu'il y a des kinés qui viennent les voir, un pharmacien, parce que c'est finalement le seul qui a encore une porte ouverte en bas de chez elle. Et ce qui est intéressant, c'est que ces intervenants-là, ils ont quand même des compétences très inégales sur la question du vieillissement, et ils ne sont pas beaucoup interconnectés entre eux. Et donc, s'ajoute à ça cet aménagement du territoire qui n'est pas toujours quelque part très favorable, des locaux, des organismes qui ne sont pas toujours très visibles, des insignes, des enseignes qui ne sont pas toujours assez grosses, des services effectivement de transport aussi collectifs qui ont des horaires qui ne correspondent pas aux horaires des services de l'autonomie, donc des formes de désajustement. Et puis ce qu'on peut vraiment noter, ajouter, c'est qu'il y a eu des transformations sur ces territoires, des transformations notamment des lieux,
des lieux où les personnes avaient l'habitude d'aller. Elles avaient l'habitude d'aller dans un bureau d'une assistante sociale et puis d'un coup ça a fermé, c'était plus là, c'était ailleurs. Et donc on voit ces phénomènes un peu de désajustement territoriaux où les personnes n'ont plus de repères. Certaines ont pu avoir du mal à prendre des repères parce qu'elles sont arrivées tardivement sur certains territoires, à un moment donné déjà où parfois leur mobilité ne leur permettait pas tout à fait de se déplacer comme elles le voulaient. Or, on y reviendra, les personnes, parfois juste en marchant autour de chez elles, peuvent voir des choses et se dire « Ah ben en fait, c'est là qu'il faut que j'aille ». On peut s'arrêter quelques instants sur ce verbatim où une personne nous dit à une époque, tout était beaucoup plus facile, j'allais au bureau, là, maintenant tout est lointain, tout est compliqué, on a perdu cette notion de proximité. Peut-être en quelques mots dire qu'il y a un enjeu qui est transversal à nos différents territoires. Là, on était vraiment sur la question des particularités territoriales. Si on reprend les choses de manière transversale, il y a vraiment cette question de la dématérialisation. Dans notre corpus, on a une majorité de personnes qui ne savent pas ou qui ne veulent pas utiliser l'informatique ou Internet ou qui s'en servent uniquement pour des interactions avec leurs proches ou pour des sujets qui sont liés vraiment à la culture, à leurs loisirs, faire des mots croisés, faire du Scrabble, ce genre de choses. Et du coup, dans ce contexte où on a beaucoup dématérialisé la diffusion de l'information, il y a toute une partie des personnes qui, en fait, ne sont plus exposées à des informations. Donc, l'accès à l'information n'est plus garanti. Et ce qu'on voit vraiment dans ce contexte où on disait tout à l'heure, parfois se projeter dans son propre vieillissement, c'est difficile. Faire ce chemin un peu symbolique dans ses besoins de personnes vieilles, c'est compliqué. Et bien finalement, le manque d'accès à l'information va amener à ce que ce concernement ne se fasse pas. Je laisse peut-être les lecteurs regarder ces verbatims et je passe la main à Catherine. Alors, la question à laquelle nous avons essayé de répondre également, c'est est-ce qu'il y a un non-recours spécifique des personnes âgées ? Est-ce que ces formes de non-recours diffèrent complètement de celles que l'on peut trouver pour des publics plus jeunes ? Et il semble qu'il y a quelques éléments qui nous permettent d'affirmer qu'il y a une spécificité du non-recours pour les personnes du grand âge. Premier élément, c'est qu'on a un effet d'âge et de génération. On trouve très souvent des personnes qui nous disent de mon temps, on n'avait pas l'habitude de demander, on n'avait pas l'habitude de s'adresser à des services sociaux, on avait l'habitude de gérer nos problèmes de vieillesse en famille. Donc il y a vraiment un effet de génération et il est probable d'ailleurs que les nouvelles générations de retraités, les baby boomers, auront une relation différente avec les services publics et avec les services de l'autonomie, les services de l'État, etc. Et puis un effet d'âge, c'est-à-dire que plus les personnes avancent en âge, plus finalement elles ont une difficulté à reconnaître ce qui fait problème pour elles. Reconnaître son besoin, comme l'a déjà évoqué Elena, c'est se reconnaître vieux, se reconnaître proche de la fin de son existence, et ce n'est vraiment pas quelque chose qui est simple à envisager pour les personnes. Donc ces éléments-là pèsent fortement dans le non-recours. Deuxième élément de spécificité, c'est qu'on a un non-recours qu'on a appelé processuel, c'est-à-dire qui s'inscrit vraiment dans la ligne du parcours de vie des personnes. On a des parcours qui sont des parcours complexes, marqués d'épreuves, qui sont des épreuves familiales, sociales, veuvage, problématiques de santé, perte d'un enfant, etc. Et qu'à chacune de ces épreuves, c'est comme s'il y avait finalement une sorte d'affaiblissement de la capacité propre des individus à se tourner vers autrui pour trouver de l'aide ou pour trouver une réponse aux questions qu'on se pose. Ces parcours de vie peuvent être marqués aussi par des migrations, on l'a vu dans certains territoires, et on a ainsi des parcours de vie qu'on peut qualifier de discontinus. Et les repères acquis à un moment de l'existence, par exemple au début, juste après le passage à la retraite, ne valent plus lorsqu'on a changé de lieu de vie, lorsqu'on a changé de pays éventuellement. Et il est alors difficile pour les personnes de trouver l'énergie pour se refaire un ensemble de repères sur lesquels elles vont s'appuyer lorsqu'elles vont être concernées par des problèmes de perte d'autonomie.
On a également pu observer que ces phénomènes de non-recours sont vraiment très liés à ce qu'on a appelé une fatigue de vivre, et également au phénomène de déprise qui a été mis en évidence par des collègues toulousains, Serge Clément, Marcel Drull, Jean Montovani, et puis ensuite par Vincent Karadec à Lille. C'est-à-dire ce phénomène qui consiste à réaménager son existence en fonction d'un principe d'économie des forces et en fonction de ce qui fait le plus sens. Donc il y a cette tension entre vouloir continuer à demeurer le même, à conserver le sens de son existence, tout en n'étant plus en capacité de maintenir exactement les mêmes activités. Et ça va nécessiter pour les personnes de faire des choix. Et le choix de se soigner, par exemple, n'est pas toujours un choix primordial pour les personnes. Ce qui peut être le plus essentiel, ça va être le choix de garder le lien avec sa famille, avec ses petits-enfants ou autres. On a vu aussi dans les entretiens que certaines personnes étaient complètement à l'aise et complètement informées sur les ressources locales en termes de culture, les bibliothèques notamment, les musées, etc., mais qu'en revanche, elles ne faisaient aucun effort, entre guillemets, pour s'intéresser aux ressources sociales, médico-sociales sur le registre de l'autonomie. Et on voit bien que pour les personnes vieillissantes, l'enjeu, c'est vraiment un enjeu de continuité identitaire. Dans toutes les transactions identitaires que les personnes sont amenées à faire en vieillissant, s'adapter à la transformation de son image, s'adapter aux pertes de ses capacités cognitives, physiques, sensorielles et autres. Malgré tout, l'enjeu, c'est de pouvoir continuer à maintenir qui on est, à demeurer le même à travers toutes ces transformations. Et c'est là qu'on peut avoir des phénomènes de non-recours par non-adhésion. On avait mis ça en évidence dans des travaux avec Philippe Varin antérieurement, c'est-à-dire des personnes qui ne se reconnaissent pas dans l'offre proposée. C'est-à-dire que l'offre qui est proposée ne vient pas rencontrer ce qui fait sens pour elles et ce qu'elles sont fondamentalement. Alors ici, sur ce verbatim, qui va finir par arriver, le voilà, on voit la question des épreuves. Cette personne qui a 89 ans sur le territoire A raconte comment au fil de son existence, elle a perdu son premier mari, puis son deuxième mari, et qu'au fil de ces épreuves, elle a progressivement lâché prise, et qu'elle ne trouve plus à l'heure actuelle les ressources nécessaires pour faire face aux difficultés qu'elle peut rencontrer, et qu'aller rechercher l'information sur le service de l'autonomie, c'est trop compliqué pour elle, elle n'en a plus l'énergie. Donc on voit bien comment on est là dans ce qu'on a appelé le non-recours processuel, d'une perte de prise sur le monde qui s'effectue au fil du temps. On a aussi, pour les personnes que nous avons rencontrées, des enjeux culturels et de solidarité dans le non-recours. J'ai évoqué tout à l'heure la migration. Nous avons eu la chance de rencontrer sur notamment l'un des territoires, mais aussi sur d'autres, des personnes qui ont vécu des parcours de migration, qui sont issus d'autres pays, de Turquie, du Portugal, d'Espagne, d'Afrique du Nord, et pour qui le rapport à la vieillesse n'est pas le même que celui qu'on peut avoir dans des pays très industrialisés ou comme les pays occidentaux, ou comme la France, tout simplement. Et donc, pour ces personnes-là, la prise en charge de la vieillesse, elle ne se peut pas se concevoir de la même façon que pour les autres personnes. La dimension familiale est la première qui est mobilisée. On va d'abord s'appuyer, lorsqu'on a la chance d'avoir un environnement familial, sur les ressources familiales. Et dans le verbatim suivant, que vous verrez tout à l'heure, on voit très bien comment cette famille, elle est dans un fonctionnement qui consiste à s'organiser autour des parents vieillissants. Ce qui peut être à la fois une chance, mais qui peut être aussi à la fois un obstacle, parce que c'est la perte d'une chance de s'ouvrir sur des services compétents qui vont analyser la situation différemment. Mais si on souligne ces éléments-là, c'est pour pointer que le côté un peu normé des services de soutien à l'autonomie qui sont proposés ne sont pas toujours adéquats dans des situations où la culture d'origine n'est pas la même.
Donc les familles plus ou moins soutenantes qui peuvent aussi parfois générer des fonctionnements en huis clos dans lesquels on s'oppose ou on redoute l'intervention d'un tiers et donc qui va obliger les personnes âgées finalement à rester sous l'emprise, certaines emprises familiales avec des situations dont parfois on s'est demandé si on n'était pas à la limite de situations de maltraitance parce que le non-recours à des services extérieurs constituait une perte de chance pour les personnes âgées. On voit également que selon les territoires, eh bien, les supports, les soutiens pour l'accès aux services d'autonomie sont très différents. La question des réseaux de voisinage est aussi une question importante, parce que ce qui ressort très nettement, c'est que l'accès aux services de l'autonomie est un accès qui est souvent médiatisé. Médiatisé par la famille, médiatisé par un proche, médiatisé par un professionnel, c'est rarement un accès direct. Et donc, lorsque ces réseaux sont moindres ou lorsqu'ils ne sont pas performants ou moins compétents, eh bien, c'est le recours à ces services qui est alors problématique. Et le non-recours est très nettement majoré dans des situations d'isolement et de solitude. Un autre point qui nous a paru important, c'est la question de la fragilité. Et comment on peut considérer les situations que nous avons rencontrées en dehors d'une approche de simple fragilité gériatrique, c'est-à-dire des composantes médicales de la fragilité qui sont généralement bien appréhendées par les professionnels, déclin des fonctions, la perte d'énergie, les douleurs chroniques, pathologies, etc. Mais il y a aussi des composantes sociales de la fragilité. J'ai parlé de l'isolement, de la solitude, mais on peut noter aussi les conditions de logement qui vont rendre le recours difficile. Je pense à cette dame au 3e étage sans ascenseur alors qu'elle est sous oxygène. Bon, descendre pour accéder à un service devient alors très compliqué. Et puis le rapport à la lecture, à l'écriture, au numérique, qui sont aussi parfois problématiques et qui vont être un obstacle. Il y a beaucoup de personnes qui disent « j'ai reçu un courrier mais je n'ai rien compris, je l'ai laissé ». Voilà. Donc ça aussi, ce sont des éléments qui vont peser dans le non-recours. On a déjà évoqué la question de l'importance de l'environnement, mais je voudrais juste faire une incise pour évoquer ce que les Québécois appellent l'indice de défavorisation sociale, c'est-à-dire comment l'environnement de la personne peut être soutenant ou non dans l'accès aux droits ou dans l'accès aux services qui pourraient l'aider dans sa vie difficile. Et là, clairement, on a dans certains territoires des quartiers dans lesquels l'environnement n'est pas soutenant. Et au contraire, l'insécurité qui y règne, les phénomènes de deal, etc., peuvent être des phénomènes qui vont venir empêcher la personne d'accéder, y compris au pôle d'information qui se trouve là, parce que sortir de chez soi, c'est courir un risque. Ou en tout cas, c'est le sentiment qu'elles en ont. On voit bien à travers ça et à travers ce que vous portez là, les différentes dimensions que vous posez véritablement de cette dimension gériatrique, cette dimension sociale et cette trajectoire de vie. Et que le non-recours est vraiment l'ensemble de ces différents aspects. Ça appelle, vous voyez à travers cette enquête grille de défavorisation, aussi à repenser les outils. Je voudrais qu'on en discute un petit peu et voir comment on peut poser justement les choses, quelles conclusions aussi vous avez pu porter. On reviendra là-dessus un peu sur les modalités un peu d'intervention par rapport à ces constats que vous portez. Je voudrais rebondir peut-être d'un mot avec Dominique Libaud avant de revenir un peu sur ces derniers aspects, sur l'appréciation, le ressenti que vous avez de ce travail de recherche, qui a été un travail que vous avez demandé à la base un petit peu. En quoi est-ce qu'il était pour vous important dans le champ des politiques publiques sur le sujet? Bon, je suis très heureux de ce travail. Je remercie beaucoup les auteurs, que je trouve que c'est un très, très joli travail sur ces sujets du vieillissement. Les sujets du vieillissement, plus globalement, c'est un sujet quand même fondamental pour la population française, d'abord, premier sujet. Et ensuite, deuxième sujet, on a des droits sociaux qui sont quand même forts en France, avec des limites, on peut toujours et tout ça. Mais enfin, grosso modo, on dépense beaucoup d'argent. Et c'est ce paradoxe qui nous interpelle tous, qui sommes acteurs des politiques sociales depuis des années,
ce sujet du non-recours, c'est-à-dire que une partie des personnes, et peut-être parmi celles qui auraient le plus besoin, ne recourent pas au droit. Et donc, d'un côté, on peut avoir des abus de notre système, faut pas le cacher. Donc, quelquefois, on dépense mal par des abus, et en même temps, on a ce sujet du non-recours. Ces deux éléments, il me semble qu'on doit travailler dessus pour que notre dépense collective sur ces sujets soit plus efficiente, et aussi pour redonner confiance encore plus à nos concitoyens dans ce système collectif, effectivement, dans lequel on met de l'argent et qui doit être le mieux utilisé possible. Donc, nos recours, c'est important, et notamment, je pense à tout ce qui est de la prévention de l'aggravation de la situation des personnes, enfin, que ce soit sanitaire ou sociale. Derrière, on pourrait dire, oui, mais si on travaille beaucoup sur nos recours, on va dépenser plus. Moi, je ne pense pas du tout. Je pense que plus on intervient tôt, plus on a des chances de préserver les capacités des personnes et de pouvoir diminuer la dépense publique, par exemple en évitant des recours à l'hôpital, aux urgences, etc., qui sont un des drames de notre système. Mais si on ne travaille pas beaucoup là-dessus, on va avoir on a déjà des sujets, on va avoir de plus en plus des gros sujets. Ça, c'est le sujet sur le travail lui-même. Ce que vous en avez entendu et ce que vous en avez lu, puisque vous avez lu le rapport aussi, qu'est-ce qui vous... très rapidement, quel est votre rapport étonnement? Qu'est-ce qui vous surprend le plus, vous qui connaissez même très bien cette thématique? Alors, pour être franc, il y a des éléments qui m'ont plutôt conforté, notamment lorsque le rapport évoque la complexité de l'approche où sont les offres, et quels que soient un peu les territoires, même si on voit qu'il peut y avoir des variantes et que néanmoins, quand on s'organise un peu mieux sur certains territoires, ça a quand même des incidences. Mais on a ce sujet assez majeur donc de l'approche de l'offre. Ça m'a conforté aussi, évidemment, dans le lien sanitaire-social, cette nécessité d'appréhender la personne dans sa globalité pour comprendre les sujets, que c'est multifactoriel, comme on dit, voilà, c'est son parcours de vie, etc. Bon. Donc ça, je pense que ça m'a conforté. Là où j'ai peut-être été plus étonné, ou en tout cas, c'est des choses auxquelles je n'avais pas forcément pensé. D'abord, c'est le fait que la solidarité familiale ou la présence familiale ça peut quand même avoir des effets un peu ambivalents. Alors qu'on penserait tous... et vous l'évoquez aussi, il ne s'agit pas de dire que l'isolement est un sujet évidemment majeur. Mais solidarité familiale ne veut pas dire nécessairement que ça favorise toujours. Ça, je pense que ça, effectivement, je n'avais pas tout à fait identifié ça. Puis donc ce que vous évoquez, le renoncement donc par processus, et ça, je trouve ça très intéressant aussi d'évoquer ces parcours de vie, et puis ce fait que effectivement les accidents de la vie peuvent amener petit à petit, et donc à travers ça, cette réponse à cette question, oui, il y a des éléments particuliers de nos recours au grand âge, et ça, je trouve ça évidemment très intéressant. L'étude, votre travail assez impressionnant, et à la fois un champ de constat assez impressionnant, puis aussi l'ouverture de pistes d'action, on reviendra d'avant, mais d'un mot sur les constats qui sont posés. Il y a deux choses qui reviennent. Il y a cette offre, et vous l'avez bien dit, territorialement, elle est pas toujours lisible, elle n'est pas toujours perçue comme accessible. Du coup, on se retrouve à aller voir le kiné, on se retrouve à aller voir le pharmacien, et à lui dire comment je fais. C'est le périmètre, et le périmètre de marchabilité, vous le dites un peu, c'est là où je vais m'enseigner là où je peux aller, où je peux marcher, parfois conduire mais pas toujours. Et donc finalement, parfois certains renomment d'ailleurs, ils mettent le nom de la rue pour appeler le CCAS, le CCAS ne sait pas faire, ou ils renomment les choses. Quel constat vous faites justement, et comment vous partagez ce constat sur la difficulté de lisibilité et d'accessibilité de l'offre qui pourtant est riche? Eh bien, mais j'anticipe sur une question future, ça met en évidence la nécessité que les acteurs travaillent mieux ensemble sur un territoire, tout bêtement. On est victime des silos. Chacun pense bien faire dans son domaine, mais si on ne travaille pas à cette visibilité globale sur un territoire, on va
On n'y arrive pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est un des enjeux du service public départemental d'autonomie, évidemment, de travailler sur ce sujet. C'est un constat fondamental. On a beau avoir des offres, s'il n'y a pas une forme de cohérence et de mise en relais de ces offres. Et ensuite, c'est pas si simple une fois qu'on a dit ça. Il y a plein de questions très intéressantes. La dénomination des lieux, c'est évoqué. Les gens s'y perdent quelquefois, ne comprennent pas. Donc, tout simplement, comment on nomme bien les choses. Je pense que c'est un sujet vraiment très important. Ensuite, je pense qu'il est sans doute impossible d'avoir ce qu'on appellerait un guichet unique de proximité partout, tout ça. En revanche, comment le fait d'avoir un accueil qui vous permet de vous orienter, de vous guider. Donc ça, c'est super important. Je pense qu'on y reviendra peut-être dans les conclusions. Mais comment, effectivement, donc tous les acteurs doivent sentir que leur responsabilité, c'est pas de rendre ma petite prestation dans mon coin, mais je suis acteur d'un parcours. Je suis acteur de cette autonomie de la personne, de cette demande de la personne qui veut continuer à être acteur de sa vie et qui veut continuer à vivre comme elle l'entend, mais qui a besoin d'être accompagnée. Donc c'est ça un enjeu extrêmement fort pourquoi on doit bouger les services publics qui entourent la personne au jour d'aujourd'hui. Et l'autre point qui est souligné, c'est ce qui est censé résoudre ça, qui est la dématérialisation. Vous la condamnez pas pour ce qu'elle est, vous dites qu'elle n'est pas toujours bien adressée, pas toujours bien accompagnée, et que finalement elle peut devenir, là encore, un facteur d'exclusion ou de distanciation, tout du moins. Oui, enfin, là, ça, si je peux pas, l'étude conforte plutôt ce que, malheureusement, enfin, on pense, mais qui est mis en évidence de façon très claire sur ces personnes très âgées. Ne croyons pas, nous, collectivement, que parce qu'on met tout de façon dématérialisée, eh bien, on rend accessible les offres. C'est une illusion, enfin, et un danger terrible, même pour les services publics. Alors, ça ne veut pas dire que la dématérialisation doit être évidemment mise à l'écart, mais ces personnes, quand elles deviennent vulnérables, et ça, elles ont besoin d'être accompagnées par des personnes humaines, tout simplement. Et on le voit, plus il y a la notion presque de référent, de personnes sur qui elles peuvent compter, et qu'elles ont identifié, eh ben, voilà, plus elles se sentent en sécurité, parce que je peux compter, je peux aller, et ça c'est fondamental. Et donc, un grand sujet, c'est d'articuler les deux, évidemment. Comment on peut faire en sorte d'avoir cette présence de proximité, cette présence humaine, et néanmoins, évidemment, il restera des services dématérialisés. Et vous dites d'ailleurs, c'est une présence humaine, ça peut être aussi papier, hein. Il y a le guide des aînés qui marche bien, et c'est sur la table du salon, et puis on a les adresses dedans, et puis ça n'empêche pas, si on le veut, d'aller derrière sur d'autres aspects. Je voudrais qu'on voit avec vous justement comment on peut passer à l'action à partir de ces choses-là. Quel constat vous avez tiré de votre étude sur la manière dont justement on peut faire évoluer l'offre, ou on pourrait à partir de ces constats-là. Je vous laisse nous en parler rapidement. Alors, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est un ensemble de principes qui nous paraissent importants pour favoriser, pour permettre le recours aux services de la part des plus âgés. Le premier élément qu'on a pu repérer, qui renvoie à ce que vous soulignez tout à l'heure, le périmètre de marche, c'est la question de la proximité. Et on a beaucoup eu de références à ces problèmes-là dans les entretiens. Les gens pour qui devoir faire 30 km en voiture alors qu'elles ne conduisent plus très bien pour aller se rendre à un bureau du service autonomie du département, ce n'est plus possible. Donc cet enjeu de proximité de l'information, d'un bureau auquel on peut s'adresser lorsqu'on va faire ses courses, parce que c'est dans le même périmètre, c'est un enjeu qui est tout à fait important. La question de la visibilité, Dominique Libaud évoquait à l'instant le nom, la manière dont on nomme ces services. Il y a évidemment le nom, mais il y a aussi leur visibilité. Comment, sur l'espace public, on peut repérer le lieu et on peut ainsi y accéder de manière presque par inadvertance. Enfin, je passe devant et je vois l'enseigne. Et je me dis, tiens, c'est là que je pourrais venir ensuite demander des informations. La matérialité, alors la matérialité, elle est de deux natures, c'est-à-dire le fait d'avoir un bureau bien identifié, mais aussi des supports papier, le guide des aînés dans certaines communes, certaines caisses de retraite. À une époque, on voyait encore des bulletins d'information auxquels les gens pouvaient se référer, ça n'existe pratiquement plus, mais cette demande d'un support matériel, elle existe et on le retrouve dans tous nos entretiens. Et puis, deux autres points qui sont probablement plus compliqués à mettre en œuvre, c'est la question de la globalité.
C'est-à-dire que ce qu'on observe, c'est qu'un service ou un bureau qui se contenterait de répondre à la question du dispositif, sans envisager globalement la situation de la personne, sans essayer d'en comprendre tous les tenants et les aboutissants, et sans se situer dans une perspective un peu dynamique, ça rejoint la question de la prévention, ce ne serait pas tout à fait performant. Donc, ce qui est important, c'est qu'il puisse y avoir des interlocuteurs en capacité d'analyser la globalité de la situation de la personne et voire même d'en anticiper les évolutions. Et puis le dernier point, c'est ça, c'est la continuité. C'est-à-dire d'avoir une offre de service ou un point de repère qui puisse situer l'action à un moment dans une continuité. Il ne s'agit pas seulement de donner une information au moment X où la personne en fait la demande, mais de pouvoir s'assurer que la suite des démarches a bien été engagée et que l'étape prochaine sera aussi accompagnée et prise en charge. Ce qui veut dire qu'il y a nécessité d'une interconnexion entre les acteurs et, on le dira peut-être après, mais d'un support d'analyse de situation qui soit commun et qui soit partagé entre les acteurs. Par rapport à ça, justement, vous montrez différentes pistes d'action. Rapidement, avant de prendre les questions, les regarder. Il y a notamment, vous dites, c'est invisible, Elena, c'est un sujet que vous adressez beaucoup. Et on voit qu'il y a des recours primaires et des recours secondaires. Quelle est la clé, justement, pour que ceux qui ne recourent pas parfois ne basculent pas dans le champ de ceux qui ne recourent plus du tout? Oui, effectivement. Oui, il y a ce que dit Catherine, le fait qu'à partir du moment où on a repérer une situation où on l'a eu en main en tant que professionnel, se re-questionner en fait sur cette situation, peut-être plus tard avoir cette forme de suivi, de proactivité vers la personne à différents moments aussi de son processus de vieillissement. Donc ce qui nous semble important en termes d'enjeux, c'est vraiment d'inverser quelque part l'initiative de la prise de contact. C'est que ce soit les intervenants qui prennent contact avec les personnes, en tout cas, qui, parfois en sortant aussi des murs de l'institution, ce qu'on a beaucoup vu sur certains de nos terrains, c'est des professionnels, des éducateurs, des médiateurs qui vont au contact des personnes là où elles sont. Et ça, effectivement, c'est précieux parce que c'est peut-être le point de départ de ce qui va permettre qu'ensuite il y ait une intermédiation entre l'offre et la demande. Du coup, il y a vraiment cette idée aussi, et ça rejoint ce que vous disiez, que il y a des demandes qui s'expriment en fait, pas au bon endroit, on l'a dit, et en fait, il faut encore une fois les attraper. Donc c'est cette idée, on en parle beaucoup actuellement en France dans pas mal de politiques publiques, de l'accueil inconditionnel des demandes, et puis ensuite de les réorienter, de se passer le relais, mais de manière protégée quelque part. Il ne s'agit pas de dire à la personne c'est là-bas et c'est parti. Vraiment, on voit aussi dans certains de nos entretiens, sur certains territoires, vous le disiez, Monsieur Libaud, quand ce passage de relais entre acteurs s'est bien passé, pour les personnes, même si la situation était très compliquée, ça a été d'abord un problème de santé, ça a été une assistante sociale dans un hôpital qui a passé le relais à une assistante sociale du département, qui a passé le relais à un éducateur, qui a accompagné la personne jusqu'au moment où tout était à peu près en place. Et là, on sent qu'il y a quelque chose effectivement qui entoure la personne et où ça permet vraiment à la personne aussi de se sentir complètement entendue et considérée. Il y a un enjeu de compétence pour vous aussi à développer. Vous appelez ça la compétence gérontologique. De quoi il s'agit et en quoi est-ce un enjeu clé? Oui, c'est un enjeu parce que ce qu'on a vu aussi, c'est vraiment des professionnels, des bénévoles aussi, plein de bonne volonté, mais qui parfois connaissent le vieillissement de manière très intuitive et puis connaissent du vieillissement la partie plutôt médicale et donc ne prennent pas nécessairement suffisamment en compte toutes les considérations autour du vieillissement, ce dont parlait Catherine aussi, ces phénomènes de déprise. Qu'est-ce que c'est effectivement que ces questionnements très existentiels de cette dernière période de la vie? Peut-être que Catherine, tu veux aussi dire 2 mots sur cette question de cette compétence qui nous a semblé parfois peut-être pas suffisamment étayée. Ce qui est intéressant, c'est que vous montrez qu'il y a plein d'endroits. Il y a des espaces aînés, il y a des cellules géantes qui l'ont en fait, mais elle n'est pas adressée, ce qui rejoint cette idée de guichet intégré que vous aviez. Je voudrais peut-être, parce qu'il nous reste
peu de minutes, un peu à prendre la réaction de Dominique Libaud et justement sur ce que va être le service départemental par rapport à ce que peut être le développement de ce type de compétences gérontologiques. On le voit qu'elle est importante pour adresser la personne, aussi peut-être pour évaluer un certain nombre d'outils en intégrant les différents types de fragilité, les différentes dimensions que vous appelez de vos voeux. Est-ce qu'il y a là-dessus finalement des axes qui vont rejoindre un peu le travail et ce que va pouvoir apporter ce service départemental? En tout cas, cette étude, avec d'autres, nous incite à voir les conditions pour lesquelles demain ce travail en commun des acteurs qui est nécessaire et appelé de nos voeux et qui doit être la matrice du service public départemental d'autonomie, à quelles conditions ça peut bien fonctionner et avoir les résultats qu'on veut. Et une des conditions, c'est effectivement les questions de formation, notamment des personnels d'accueil. Et c'est vraiment pas du tout... il faut un travail très compliqué et difficile, quelquefois. Mais c'est vrai qu'un certain nombre d'entre eux manquent de cette approche gérontologique, de ce partage avec des lieux, comme vous le dites, effectivement, qui existent et qui ont cette compétence. Et donc, de toute évidence, il faut avoir des façons d'appréhender des formations interprofessionnelles, des formations d'accueil. Et je dis ça, c'est vraiment des choses qui n'existent pas aujourd'hui. Là, ça a l'air de rien quand on dit ça, mais des formations partagées entre différents acteurs d'accueil, le jour où on y arrivera, c'est une petite révolution. Mais je pense que oui, c'est tout à fait indispensable. On évoquait souvent, on évoquait à plusieurs reprises entre nous le cas de figure, et vraiment, je pense vraiment que les enfants en service, c'est très utile et très bien, mais effectivement, d'une personne qu'on laisse debout, donc une personne âgée, le seul fait, effectivement, que dans beaucoup de lieux d'accueil, on laisse ces personnes debout, des personnes âgées. C'est pas compliqué de comprendre qu'effectivement, qu'à partir d'un certain âge, on a peut-être besoin de s'asseoir, on est déjà fait le trajet pour venir, on peut être fatigué, on peut stresser. Eh bien, ce n'est pas le cas aujourd'hui dans beaucoup de lieux d'accueil en France. Je voudrais prendre les minutes qui nous restent pour répondre rapidement aux questions qui affluent sur ma petite tablette, dont que je vois arriver. Il y a une question sur l'automaticité des droits. Vous en parlez un tout petit peu d'ailleurs. Est-ce que la portabilité, l'attribution de droits automatiques peut être une solution au non-recours? Quelle articulation avec le consentement? Moi, je pense que j'ai du mal à imaginer l'automaticité des droits en matière d'autonomie, parce qu'on est tellement dans des situations qui sont singulières, avec des étapes différentes de la perte d'autonomie, que je ne vois pas bien comment ça pourrait se déclencher comme ça, dans la mesure où on doit évaluer d'une certaine manière ce qu'est la perte d'autonomie de la personne à un moment donné. Donc, en revanche, qu'il y ait une automaticité du premier contact pour ouvrir quelque chose qui serait un dossier, qui serait susceptible ensuite d'évolution, ça me paraîtrait intéressant. Je peux compléter, effectivement, je crois beaucoup effectivement à la gestion partagée du parcours, grosso modo, il faudrait qu'on y arrive. Et deuxièmement, sur les droits eux-mêmes, oui, je pense que l'automaticité, on n'y est pas, et je ne suis pas sûr que ça soit souhaitable, mais en revanche, éviter les redites de demandes d'informations, notamment sur revenus et plein d'autres éléments, on peut progresser énormément. Il y a une réforme très intéressante actuellement du côté sécurité sociale qui est la mise en œuvre de ce qu'on appelle la solidarité à la source du côté des CAF. Moi, je pense qu'il faudrait une étape ultérieure où ces systèmes où les administrations échangent des données pour éviter à la personne de leur demander, ça arrive un jour aux personnes handicapées et personnes âgées, et gérées par les collectivités locales. Et pour l'instant, on n'y est pas. Et ça, je pense que ce serait une grande étape pour simplifier la vie des personnes et favoriser l'accès et le maintien des droits. Dans le même ordre, plus ou moins, une question à votre attention, Dominique Libaud. Pour favoriser le non-recours, ne faudrait-il pas mieux limiter l'offre et arrêter de créer de nouvelles équipes, de nouveaux dispositifs? Même les professionnels ont du mal à s'y retrouver. Le SPDA en serait plus efficace, en serait plus pertinent.
peut-être que dans justement le fait de travailler ensemble sur un territoire, tous les acteurs, on va s'apercevoir qu'il y a des doublons, des redondances et qu'on peut mieux s'organiser. Et moi, je pense que c'est tout à fait possible. Mais c'est vraiment un travail qu'on doit être fait sur un territoire parce que, enfin, on le voit dans ce type de travail. Enfin, les territoires, ils sont différents, ils sont différents géographiquement, ils sont dans leur histoire. Donc, c'est très difficile. Enfin, je ne crois pas à une vision normative d'en haut sur un tel sujet. Mais donner des marges de manœuvre au territoire pour dire, mais faites ensemble. Moi, je connais des territoires, par exemple, où il y a vraiment des lieux uniques de proximité, où le département et l'ARS et les caisses de sécu sont entendus, enfin, où c'est vraiment des lieux quasiment uniques. Ben oui, c'est mieux. C'est mieux quand on trouve tout au même endroit, ce qu'on appelait le CLIC, ce qu'on appelait la Maya, ce qu'on appelait le 360, etc. Tout y est. Donc, on n'a pas à chercher, puisque c'est bien identifié, tout ça. Donc, si on peut aller vers ça, oui, ça serait bien. Ouais. Non, mais un petit rebond. Là, on parle des lieux, mais je pense aussi qu'il y a la question du domicile quand même par rapport à ce public d'intervenants qui ont repéré dans notre panel des difficultés chez des personnes parce qu'ils ont été chez elles, en fait. Donc voilà, c'est juste pour dire, il y a la question des lieux, du guichet intégré, mais il y a aussi peut-être à repenser cette place du domicile pour ce public-là en particulier. Et vous dites, il y a des personnes âgées qui aimeraient avoir une visite par an pour les aider avec, entre les guillemets, les papiers. Parce que c'est pas seulement aider avec les papiers, mais il nous est arrivé très souvent dans les entretiens d'avoir des gens nous disant « vous nous faites penser à des choses auxquelles on n'aurait pas pensé seul ». C'est-à-dire comment on va se débrouiller quand on ne pourra plus faire ceci ou on ne pourra plus aller chez le commerçant, etc. Donc c'était aussi une demande d'une visite annuelle pour la question des droits, mais aussi pour réfléchir à la suite de son vieillissement. C'était ça la question qui était... Deux dernières questions qui arrivent. Une sur la fabrique dans les territoires. Quel type de non-recours spécifique avez-vous le plus souvent observé dans les milieux ruraux, dans les exploitations agricoles? Alors, dans les milieux ruraux, ce n'est pas nécessairement là que les formes de non-recours sont les plus importantes, notamment lorsque il y a des solidarités locales qui fonctionnent encore et lorsque les territoires n'ont pas été trop remaniés à la fois dans leur population et à la fois dans leur organisation. Donc, ce n'est pas forcément là qu'on trouve le plus de non-recours, sauf que, pour des raisons culturelles, puisqu'il est fait état des exploitations agricoles, pour des raisons culturelles, on a dans les territoires ruraux des familles qui ne souhaitent pas s'ouvrir à des services publics et pour lesquels le service public, c'est quelque chose qui concerne des populations urbaines, des populations en marge, mais pas de vieux agriculteurs, voilà. Oui, et puis pour des agriculteurs, il y a cet enjeu en fait de la santé, de l'autonomie. C'est un enjeu qui est bien derrière des enjeux financiers, des enjeux de pouvoir se maintenir dans son logement. Et on l'a vu aussi en territoire urbain, quand il y a des questions sociales prégnantes, quand il y a des problèmes de logement, quand il y a des problèmes financiers, voilà, la question de l'autonomie est complètement derrière. Est-ce qu'un numéro de téléphone unique comme la communauté 360 existe et serait utile? Ça peut être, si on y arrive vraiment, c'est la ministre que j'aime bien, enfin, qui avait essayé de mettre en place ce 360, a dit on fait un numéro unique. Mais si dire d'en haut un numéro unique, s'il y a tous les autres numéros qui restent, c'est pas un numéro unique. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Qui est derrière, donc on dit numéro unique. En fait, ça demande une organisation énorme entre tous les acteurs, parce qu'il y a une question de visibilité, évidemment, des organisations derrière cette histoire de téléphonie. Donc, qu'on travaille entre les organisations pour voir effectivement comment on fait, tant mieux. Ça peut être effectivement des regroupements téléphoniques à des moments donnés. Je ne pense pas qu'il faille penser que c'est ça la solution à la simplification des démarches des personnes âgées. Et une question sur les aidants. Comment alerter sur les personnes âgées elles-mêmes aidantes, une personne handicapée vieillissante? Certains entretiens ont été faits d'ailleurs avec les aidants. Oui, c'est vrai. C'est des situations qu'on a pu repérer et dans lesquelles finalement il y a une sorte de dilemme. C'est-à-dire qu'il y a la question des droits des plus âgés, des plus dépendants, qui fait souvent écran à la question des droits et des besoins d'aide et de soutien des aidants eux-mêmes, qui sont assez souvent eux-mêmes des personnes retraitées, moins âgées que leurs ascendants, mais qui peuvent aussi rencontrer des difficultés au quotidien. Puis il y a le fait d'aider des enfants handicapés aussi et tant qu'on n'a pas réglé et qu'on ne sait pas ce qui se passera quand on ne sera plus là pour l'enfant, effectivement, on ne se projette pas du tout dans ses propres besoins. Tous les aidants qu'on a rencontrés dans cette recherche, environ une dizaine, étaient notamment dans des formes de non-recours aux soins.
pour eux-mêmes. Complètement. Merci en tous les cas à vous deux pour cet aperçu de cette étude vraiment très riche, vraiment très complète et nourrie de beaucoup de paroles, de verbatim. On entend véritablement les attentes, le désir, les impossibilités de toutes ces personnes que vous avez rencontrées dans ces territoires. Merci à vous pour ce travail, merci à vous pour l'avoir partagé. Merci Dominique Libaud de l'avoir éclairé, rendu possible d'abord et éclairé ensuite. Évidemment, vous aurez ce rendez-vous de la recherche en replay, les slides aussi sur le site de la CNSA. Vous avez bien évidemment le rapport que vous avez sur le site de l'École nationale supérieure de sécurité sociale aujourd'hui, demain sur le site aussi de la CNSA. Rendez-vous pour le prochain, c'est le 17 juin, et puis quelques liens qui vous sont transmis aussi normalement. Voilà pour, si vous voulez en savoir plus sur les politiques d'autonomie. Et donc rendez-vous le 17 juin pour le prochain rendez-vous de la recherche. On parlera EHPAD privé, EHPAD public. Merci à vous de nous avoir suivis.